merci beaucoup d'être venus nombreux ce soir pour cette conférence qui va porter évidemment sur la situation de la guerre en Ukraine, quelle perspective, quelle politique internationaliste est-ce qu'on peut porter en tant que révolutionnaire. Peut-être pour me présenter d'abord rapidement, je m'appelle Ariane, je suis militante à Révolution Permanente au collectif étudiant et lycéen Le Point Levé, et je vais animer la conférence avec Philippe Alcoy à ma gauche, qui est un camarade de Révolution Permanente spécialiste des questions internationales, et Anas Kazib, qui est notre camarade qui s'est présenté aux élections présidentielles, qui est un militant ouvrier, syndicaliste et politique. Pour dire quelques mots d'introduction avant de commencer les questions, c'est vrai que nous on souhaitait faire cette conférence sur la guerre en Ukraine, parce qu'en fait depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine et l'armée russe qui a eu lieu le 24 février, ça a créé un choc important, notamment en France. Il y a une préoccupation, une inquiétude très importante en fait des populations, des jeunes notamment, peut-être qu'on y reviendra. Ça génère aussi l'inquiétude éventuellement de la possibilité en fait d'une troisième guerre mondiale, et c'est une situation inquiétante, préoccupante, qui génère énormément d'interrogations à juste titre. Et en fait, on trouvait important, même nécessaire, que l'extrême gauche puisse s'exprimer sur la question, puisse porter en fait un discours dans la situation, sachant que le discours ambiant qui sature en fait les médias dominants, l'espace public, c'est celui en fait exclusivement des puissances occidentales, de l'OTAN et du gouvernement français. Et dans ce sens-là, nous on avait envie de commencer la conférence en saluant en fait le peuple ukrainien qui fait face en fait à l'invasion russe, qui subit les bombardements de Poutine, qui subit l'occupation de son pays, et en exprimant en fait évidemment toute notre solidarité avec les près de 3 millions de réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre, mais aussi plus largement avec tous ceux qui dans le reste du monde fuient les guerres, fuient les bombardements, fuient la misère, et qui en fait ne font pas n'ont pas voilà, les attentions de Darmanin et du gouvernement qui, eux, évidemment, ont une position très hypocrite, et je pense qu'on pourra revenir dessus dans le débat face en fait à cette détresse du peuple ukrainien. Mais je voulais aussi exprimer notre soutien à la population russe, qui fait non seulement les frais en fait des sanctions occidentales, mais qui fait aussi les frais avec 10 000 manifestants russes qui ont été réprimés par Poutine, parce qu'en fait ils essayent de défier la politique de l'armée russe et de Poutine, et qui dénoncent la guerre et qui en fait font face à une répression très très importante et à des vagues en fait d'emprisonnement. Et c'était important d'exprimer notre soutien à ces manifestants, à ce peuple russe qui résiste aussi en Russie. Je vais m'adresser, pour commencer directement à Philippe, avec la première question. Donc, en fait, on a vu ces derniers jours des images terribles en fait, de la guerre en Ukraine. On voit que des villes comme Mariupol sont assiégées. Les dernières informations, qui sont en fait des informations de l'armée russe, tendent à dire qu'en fait, l'armée russe est rentrée dans Mariupol. On a vu en fait des quartiers résidentiels bombardés. À Kharkiv, hier, il y avait au moins 27 morts du fait des bombardements russes. On sait, comme je le disais, voilà, il y a près de 3 millions de réfugiés. Et on entend parler, notamment sur le terrain diplomatique, de certaines avancées, de certaines négociations. Donc, peut-être pour une première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer où en est la guerre, faire un point sur le conflit? Oui, déjà, bonsoir à tout le monde et merci d'être venu. Et oui, et pour faire un point, je pense que la situation elle évolue d'heure en heure, jour après jour, il y a des nouveaux événements qui arrivent. Et je pense que plus pour avoir une photographie ou une vision plus générale, je pense que si au début, beaucoup de gens, et même peut-être, c'est difficile de savoir quelle est la stratégie réelle de la Russie, même si on connaît les objectifs, ils le disent, non? Ils le disent, mais c'est difficile de savoir quelle est la tactique, la stratégie réelle qu'ils sont en train d'utiliser. Mais au début, quand la guerre a commencé le 24 février dernier, on pouvait penser que l'objectif de Poutine était de détruire et notamment des objectifs militaires, et prendre quelques grandes villes et mettre la pression sur le gouvernement, ça pour le faire tomber,
soit pour qu'ils capitulent rapidement. Aujourd'hui, le truc qu'on est en train de voir, c'est que ça ne marche pas comme ça, en tout cas. Et on est rentré déjà à la 3e semaine, si je ne me trompe pas, de guerre. Et que l'armée russe subit quelques pertes, mais surtout qu'elle est en train de faire face à une certaine résistance et que rapidement, la guerre rapide et claire qu'on pouvait s'imaginer est en train de devenir une guerre où l'armée russe est en train surtout d'encercler, d'assiéger certaines villes importantes pour essayer de... moi, mon analyse que je fais de cette tactique d'assiégement, oui, et d'assiéger les villes, c'est qu'en quelque sorte, comme Poutine n'a pas pu faire tomber rapidement le gouvernement ou faire capituler rapidement, il essaye de saigner, ou en tout cas de vider les villes, les grandes villes, pour que les unes après les autres tombent et que de cette façon, la Russie puisse s'emparer, l'armée russe puisse s'emparer de ces villes-là, de ces positions importantes, sans avoir un très grand bain de sang. Et je pense qu'il faut savoir que ce n'est pas si facile de montrer des images de l'armée russe en train d'attaquer des civils et de tuer des civils et mener des combats dans les villes avec une résistance civile en Ukraine, alors que le peuple russe et ukrainien, jusqu'à présent, avant la guerre, ne se détestaient pas forcément. Et ce n'étaient pas des peuples ennemis qui se voyaient comme des ennemis. Donc, plus les villes vont se vider, plus facile ce sera pour l'armée russe de prendre ces villes-là. Et voilà, et à partir de là, peut-être, soit directement contrôler les territoires, soit avoir une position plus forte dans les négociations. Justement, tu parlais des négociations, parce que ça, c'est un point important à voir. Il y a beaucoup en tout cas, ces derniers jours, il y a beaucoup d'informations dans les journaux et tout, qui parlent de négociations et des avancées, peut-être vers un protocole de fin de guerre, et de cesser le feu, et tout ça. Et ça reste à voir. Il y a des points, non, on dit que le gouvernement ukrainien serait prêt à renoncer à la demande d'entrer dans l'OTAN et garantir une certaine neutralité, ce qui pour la Russie, c'est une avancée. Mais en même temps, il faudrait voir sous quelles conditions. Et ça d'un côté, et d'autre part, je pense que c'est typique dans les guerres, que quand on avance dans les situations de négociation, les combats et les attaques contre les cibles civiles et s'accentuent, justement pour améliorer le rapport de force dans la table de négociation. Donc aujourd'hui, je pense qu'on se trouve dans une situation de ça. Il y a des négociations, certes. Il faut voir si les avancées qu'on nous annonce sont réelles. Vous savez, c'est la guerre, il faut prendre tout avec des pincettes. Et d'un côté, il faut voir si c'est réel, mais de l'autre côté aussi, on voit, comme on t'a dit, de plus en plus d'attaques sur des infrastructures civiles. Et c'est normal, parce que dans cette tactique de vider les villes, il ne suffit pas seulement d'attaquer les positions militaires, il faut aussi, à un moment, commencer à couper l'électricité, l'eau, et l'accès aux communications, etc., qui puissent, voilà, de cette façon, forcer les populations à fuir. Et même, tu parlais des réfugiés, le fait qu'il y ait déjà presque autour des 3 millions, de toute façon, chaque jour, il y a de plus en plus de réfugiés. Ça aussi, je pense que le pouvoir russe est très conscient que, même si l'Europe a une politique qui est très hypocrite, on pourra parler après, de portes ouvertes aux réfugiés ukrainiens et seulement ukrainiens, et si la guerre, elle dure, ça pourrait devenir un problème politique et économique aussi pour l'Union européenne. Donc voilà, c'est plus ou moins où on se trouve aujourd'hui. Alors, peut-être pour justement revenir, en fait, toi, et on développera effectivement, je pense peut-être avec Anas, en fait, la question
politique en France des réfugiés, mais pour revenir, tu utilisais le terme de blitzkrieg, c'est-à-dire de guerre éclair. C'est vrai qu'il y a pas mal d'analystes en fait qui insistent sur l'échec de cette guerre éclair que voulait mener Poutine en envahissant l'Ukraine. Ils mettent aussi en avant les erreurs d'appréciation sur les forces de résistance ukrainiennes, mais aussi sur les erreurs d'appréciation qu'aurait eu Poutine en fait sur les forces, ses propres forces militaires, sa propre capacité en fait à aller au bout de ce qu'expliquait Philippe avec cette invasion et tente à conclure que finalement ce serait une guerre qui serait presque perdue d'avance pour Poutine, ou en tout cas qui serait ingagnable sur le long terme, tant du point de vue militaire que politique, et qui à partir de là analyse la situation en pointant, en pointant la volonté d'expansion de Poutine, le caractère offensif de cette invasion, et vont même parfois, je pense que vous avez peut-être vu ça dans la presse, mais vont même parfois jusqu'à expliquer tout ça en disant que Poutine aurait une personnalité paranoïaque vis-à-vis des politiques occidentales. Est-ce que toi, tu pourrais nous expliquer les racines de l'agression de Poutine et éventuellement faire une définition de la guerre en Ukraine de ton point de vue? Oui, moi je pense que la première chose à dire que ne pensez pas que la guerre, c'est un délire paranoïaque de Poutine. Non. Même si je ne vais pas me prononcer sur l'état psychologique de Poutine, ce n'est pas une question de folie d'un homme. Déjà, le régime de Poutine en Russie, ce n'est pas le régime d'un homme. Il n'y a aucun régime réellement, presque aucun régime qui est le régime d'un homme, où c'est un homme qui décide tout. Et ce n'est pas non plus Poutine qui est entouré des 5 fous non plus. Et il y a des véritables intérêts politiques, géopolitiques et stratégiques de la Russie qui expliquent profondément cette guerre. Ce n'est pas juste une intervention tactique, une intervention un peu éclair, un peu comme ça. Non, il y a des objectifs tactiques stratégiques très importants de la Russie qui existent depuis des décennies. Depuis au moins la chute de l'Union soviétique. Et après la chute de l'Union soviétique, l'État russe était dans un état très faible, très dégradé, mais avec l'arrivée notamment de Poutine, ils ont pu reconstituer un peu l'État, reprendre et reconstituer notamment le régime, et essayer à partir de là de reconstituer en quelque sorte ou reprendre partiellement un peu du terrain perdu dans les années 90 et la restauration du capitalisme. Et parmi ces objectifs-là, il y a la défense de l'État russe face à des potentielles agressions de la part des puissances occidentales, notamment autour de l'OTAN. Et c'est de ça, en tout cas, que beaucoup se disent Poutine, c'est un paranoïaque. Il n'y avait aucune menace sur la Russie. Et il décide de faire une monnaie in guerre. Et avec les objectifs qui se fixent, qui sont des objectifs défensifs, en tout cas, comme il les exprime. Mais on oublie la politique et la situation plus en général. Moi, je pense que pour définir un peu la guerre, je pense qu'on assiste à une guerre d'oppression nationale de la Russie sur l'Ukraine, d'un type spécial. Et je vais revenir un peu après pour expliciter cette définition qu'on fait. Et pourquoi je parle d'oppression nationale? Déjà, bon, peut-être vous savez déjà, mais les relations historiques entre la Russie et l'Ukraine
sont très vieilles. Ils marquaient notamment par l'oppression de l'Ukraine par la Russie. Même au sein de l'Union soviétique, il y avait des éléments d'oppression de l'Ukraine par disons, le pouvoir central à Moscou. Et voilà, c'est marqué notamment par ça. Mais quand je disais que la Russie est en train d'essayer de reprendre le terrain qu'elle a perdu, et notamment d'un point de vue de la défense de l'État russe, il faut penser que dans la tête des stratèges russes, l'Ukraine et la Biélorussie, si vous voyez la carte, c'est deux territoires fondamentaux pour se défendre en cas d'agression venue de l'Ouest. Donc la Biélorussie, c'est un État complètement contrôlé par Poutine, notamment après les dernières manifestations populaires où, d'une façon ou d'une autre, Poutine est intervenu et accentué son emprise sur la Biélorussie. Et l'Ukraine, c'est un autre pays très important pour la défense de la Russie, mais qui échappait depuis un moment, depuis 2014, et la révolution, en réalité, le mouvement de Maïdan, qui n'est pas du tout une révolution d'ailleurs, mais le mouvement de Maïdan, qui a mis en place des gouvernements pro-occidentaux. C'est une hantise depuis la guerre froide, mais même depuis la fin de la guerre froide, des stratèges russes de penser que l'Ukraine ou un pays proche, notamment l'Ukraine, puisse tomber dans la sphère d'influence de l'OTAN. Et qu'en Ukraine, on puisse avoir des missiles, des troupes de l'OTAN, une armée qui soit en mesure de mettre en danger les principales villes russes. Parce qu'il faut savoir que depuis l'Ukraine, si la puissance qui contrôle l'Ukraine est à quelques heures seulement des principales villes russes. Donc c'est une hantise de ce point de vue du pouvoir russe. Donc c'est pour ça qu'après 2014, avec tous ces gouvernements pro-occidentaux et qui se sont concrètement rapprochés beaucoup de l'OTAN, ont obtenu des armes de l'OTAN, ont obtenu des formations de l'armée, une professionnalisation de l'armée ukrainienne grâce à l'OTAN, etc. Tout ça est vu comme un danger, clairement un danger, j'insiste, je suis en train de parler du point de vue du pouvoir russe. Donc, voilà, il faut comprendre cette attaque dans le sens d'essayer de reprendre le contrôle sur l'Ukraine. Mais une fois ça étant dit, il ne faut pas non plus, et c'est le truc que je dis tout le temps, il ne faut pas naturaliser ça non plus. Parce que quand je parle de stratégie de défense, youpi, super. Et pour les Russes, c'est quoi la stratégie de défense? C'est de détruire. C'est une attaque qui d'abord on détruise la Biélorussie et l'Ukraine, pour après nous on se prépare pour la guerre. Donc vous voyez que cette stratégie de défense de la Russie implique l'oppression et la soumission aussi bien de la Biélorussie que de l'Ukraine. Donc c'est ça le grand contexte qui définit déjà une guerre. Pourquoi je parle de guerre d'oppression de la part de la Russie. Mais j'ai dit une guerre d'oppression de type spécial. Et spécial, c'est pas juste pour mettre un mot spécial. Pourquoi c'est spécial? Parce qu'à la différence de beaucoup de guerres, ou la plupart d'ailleurs de guerres d'oppression nationale, là, on se trouve dans une situation très particulière où l'ensemble des puissances impérialistes occidentales sont du côté de la nation opprimée. Ils en quelque sorte, sont en train d'utiliser la légitime défense du peuple ukrainien ou des peuples ukrainiens contre l'agression de Poutine pour eux-mêmes ensuite tirer des profits politiques et géopolitiques, militaires et économiques sur la Russie. Ils sont en train de, en quelque sorte, dévier une lutte de défense nationale à leur faveur. Et ça c'est pas un détail, c'est quelque chose qui justement rend encore plus complexe la situation en Ukraine.
Et c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi une autre question là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de peur. Non, on parle de Troisième Guerre mondiale, des conflits interimpérialistes, etc. Moi, sur ça, je me réfère à un point. On a discuté un peu, on a fait quelques spaces avec Anas, on a écrit des articles et tout, mais moi, je pense que c'est important, là, profiter aussi pour commencer à discuter certaines définitions plus de fond, parce qu'on parle, comment on voit une agression de la Russie, et c'est incroyable, parce que même les journaux bourgeois, ils commencent à parler d'impérialisme. Évidemment, l'impérialisme, c'est toujours les autres. Non? Et là, on parle de la Russie comme puissance impérialiste, et donc une guerre interimpérialiste, etc. Moi, je pense que c'est important qu'on voit la réalité, qu'on fasse quelques définitions et qu'on voit la réalité de la Russie. Évidemment que la Russie, elle a hérité, notamment de la période de l'Union soviétique, elle a hérité une armée très puissante, je crois que c'est la deuxième armée dans le monde, ou sinon c'est parmi les 3-4 puissances, les armées les plus puissantes au monde. Elle a hérité ça, et non seulement une grande armée nucléaire. Et elle n'a pas non plus seulement hérité. Elle a hérité et développé encore plus son armée. Et la Russie, c'est un des pays, et je crois que c'est le deuxième exportateur d'armes. Ça veut dire que aussi le secteur de l'armement joue un rôle important dans l'économie russe, mais surtout qu'ils ont développé beaucoup d'armes qui sont... d'après les spécialistes, je ne suis pas un spécialiste en armes militaires, etc., mais d'après les spécialistes, c'est des armes plutôt performantes, comparables à celles qui sont fabriquées par les principales puissances impérialistes occidentales. Ça, d'une part. Ensuite, la Russie aussi, elle a hérité de la période soviétique et des positions dominantes dans les instances internationales. À l'ONU, la Russie, c'est un des... Je crois que ce sont 5 ou 7 pays qui ont le droit de veto à l'ONU. C'est quelque chose hérité clairement, évidemment, de la période soviétique. Tout ça, je pense, crée parfois une illusion, moi je l'appelle comme ça, une illusion de grande puissance pour la Russie. Parce que si on analyse plus à fond, en réalité, on voit aussi qu'il est, en tout cas, on va dire qu'il y a un développement, un phénomène où il y a des caractéristiques de l'État russe qui sont plus proches de celles des puissances impérialistes traditionnelles, mais d'autre part, des questions politiques et économiques qui sont plus proches de ce qu'on pouvait appeler, aujourd'hui on parle au moins, des puissances émergentes. C'est-à-dire des économies. La Russie, c'est un pays qui, dans l'économie, se repose essentiellement sur les exportations de gaz et de pétrole, des matières premières, et qui joue aussi un rôle important dans l'exportation d'aliments et des biens de consommation alimentaire et tout. Donc, on le voit aujourd'hui avec les sanctions. C'est une économie qui en réalité, elle est faible si on le compare à d'autres, à des puissances impérialistes plus traditionnelles occidentales. Aussi, la Russie, elle est très dépendante de la finance occidentale. Et les sanctions qu'ils sont en train de mettre en place contre la Russie touchent à ça. Et aussi de la technologie occidentale. Même pour exploiter le pétrole, et la Russie elle est dépendante en grande partie du pétrole, des technologies occidentales. Alors pour moi, c'est pour ça que je pense qu'on peut dire que la Russie est une sorte de puissance importante, régionale, avec une projection, une certaine influence internationale, une certaine influence internationale, mais limitée. Et là, une influence réelle, on a vu le rôle qu'elle a joué pour sauver d'ailleurs le dictateur Bachar al-Assad en Syrie, le rôle qu'elle joue aussi dans plein d'autres conflits, et aussi le rôle qu'elle joue par exemple par le biais de la vente d'armes, d'exportation de mercenaires, etc., en Afrique et dans plein d'autres
comme on dit, d'autres conflits dans le monde. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est important, en tout cas, non, c'est un débat important qu'il y a dans l'extrême gauche, dans la gauche en général, c'est un débat, ça, mais moi, je pense que c'est un débat complexe, mais c'est important pour voir la puissance de la Russie, mais aussi les faiblesses. Et essayer surtout de ne pas tomber dans parfois la propagande occidentale qui en voyant l'agressivité de la Russie, elle exagère exprès certains traits que je viens de mentionner pour présenter voilà, comment la puissance qui va venir ici demain en France pour attaquer Paris, je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui a tourné comme ça sur Twitter. C'était une vidéo qui soi-disant était pour la paix, mais en réalité était hyper belliqueux, où on voyait Paris bombardé par des avions, etc. Donc ça il me semble important de le dire. Mais ça, évidemment, ne veut pas du tout dire que voilà, donc, puisque les pauvres Russes, ils doivent se défendre, etc. Donc, voilà, non. Il n'y a pas besoin d'être un pays, une puissance impérialiste pour opprimer d'autres nations, d'autres États, comme d'ailleurs on est en train de le voir maintenant, mais depuis des années que la Russie exerce son oppression, non seulement contre l'Ukraine, mais sur plein d'autres États issus de l'ex-Union soviétique. Alors justement, peut-être c'est intéressant de voir, une fois qu'on a fait cette définition de la guerre, on a fait la définition aussi de la puissance russe, de revenir peut-être à ce qu'est l'OTAN. On en entend beaucoup parler, je ne sais pas exactement si c'est en fait très clair ce que ça recouvre et ce que ça... à quoi ça fait référence. Précisément, l'OTAN, en fait, Macron disait récemment que c'était en état de mort cérébrale, et puis vis-à-vis de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on a comme une résurgence de cet organisme, avec une place importante donnée aux États-Unis en soutien en fait au gouvernement ukrainien de Zelensky. On voit en parallèle de cette résurgence-là une forme de chasse en fait à tous ceux qui refuseraient de s'aligner derrière la politique occidentale, derrière la politique de l'OTAN, et peut-être que c'est intéressant, et on reviendra ensuite en fait plus en détail sur la politique de l'OTAN précisément dans cette guerre-là, dans ce conflit, mais de revenir sur le rôle historique qu'a pu jouer l'OTAN en fait dans le paysage post-guerre froide et son rôle historique, y compris en Europe. Oui, c'est intéressant ça, parce que effectivement là aujourd'hui dans la guerre en Ukraine, clairement comme je disais, l'agresseur c'est la Russie est à l'offensive et contre le peuple ou les peuples ukrainiens, c'est ça la réalité. Mais aussi, comme je disais précédemment, c'est une offensive avec des objectifs, en tout cas moi je le vois comme ça, des objectifs défensifs. L'OTAN, il ne joue pas un rôle direct dans le sens de dire il n'y a pas d'armée de l'OTAN qui intervient, qui combat contre la Russie, même s'ils envoient plein d'armes depuis des années à l'Ukraine. Et d'ailleurs, il n'y a pas un rôle direct de l'OTAN, parce que l'OTAN aussi, ils ne sont pas fous, entre guillemets, non, et ils savent très bien qu'une implication directe en Ukraine risque de déclencher un conflit mondial, voire nucléaire. Et même aujourd'hui, sans l'intervention directe de l'OTAN, on se trouve déjà dans un risque de conflit nucléaire, même partiel, même partiel pourrait être ce risque. Mais la question, c'est il faut voir la politique générale de l'OTAN. Et l'OTAN a été créée pour contrer l'Union soviétique, essentiellement pour contrer l'Union soviétique et faire face à une éventuelle guerre en Europe ou
offensive de l'Union soviétique contre les pays, les puissances occidentales en Europe. Et voilà, une alliance qui viendrait, militaire qui viendrait, voilà, contrer cette offensive. Évidemment que l'OTAN a joué pendant la guerre froide, a joué des rôles contre-révolutionnaires sur d'autres terrains, et comme on a pu le voir dans les guerres coloniales et autres types de guerres, des révolutions, et voilà, des révolutions. Mais après la chute de l'Union soviétique, s'est posée la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'OTAN. Et l'OTAN, il y avait des gens qui avaient une politique très offensive à l'égard de l'Union soviétique, qui disaient bon, maintenant c'est fini, on peut dissoudre l'OTAN. Mais en réalité, c'est une aile de l'establishment nord-américain qui a gagné cette discussion et qui a décidé de maintenir non seulement maintenir l'existence de l'OTAN, mais de l'élargir vers l'est de l'Europe. C'est-à-dire, si vous voyez la carte de l'OTAN en 90 et la carte de l'OTAN aujourd'hui, vous pouvez constater que ce qui était le glacis de l'Union soviétique, c'est-à-dire tous ces États qui servaient des zones d'amortissement en cas d'attaque de l'Occident, sont passés de l'autre côté. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. La Lituanie, les pays baltes, la Hongrie, la Pologne, etc., aujourd'hui, sont devenus quoi? Ils sont devenus des zones tampons entre la Russie et l'Occident. Et ce n'est pas la démocratie qui est en train d'avancer. C'est la même politique de soumission de ces États-là et en même temps de rapprocher la frontière militaire de l'OTAN de plus en plus près de la Russie et de l'encercler. Mais attention, la politique de l'OTAN, ce n'était pas juste contre la Russie. La politique de l'OTAN, de maintenir l'OTAN et même de doubler le nombre d'États membres depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, c'était une politique aussi qui était un outil pour maintenir l'hégémonie de l'impérialisme nord-américain dans le monde. Parce que moi, j'ai lu récemment, c'est intéressant, des archives que le New York Times a publiées dans les années 90, tu vois, en 94, un truc comme ça, où on voit, c'est pas des articles, c'est juste citer les rapports. Ils disent clairement que l'existence de l'OTAN et l'élargissement de l'OTAN avaient différents types d'objectifs en Europe. Un, c'était d'éviter qu'une grande puissance surgisse dans l'ère de l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire que la Russie devienne une puissance, je ne sais pas si concurrente du point de vue de disputer l'hégémonie nord-américaine dans le monde, mais au moins qu'ils puissent entraver cette hégémonie et potentiellement s'allier à d'autres, et là, oui, concurrencer l'hégémonie nord-américaine. Mais aussi, il y a un objectif militaire et politique de maintenir l'influence nord-américaine en Europe même. Parce que quand vous avez ici en Europe, je crois, je ne me souviens plus le chiffre, je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a plusieurs milliers de soldats nord-américains en Europe et notamment en Allemagne. C'est une façon de maintenir l'existence de l'OTAN que les États-Unis ont un mot à dire sur la sécurité européenne. Et en même temps, ils peuvent jouer un rôle. S'ils voient que des puissances européennes, par exemple, avancent vers une alliance, mettons avec la Russie, ils pourraient intervenir directement, d'une façon ou d'une autre, pour essayer de briser ces dynamiques et donc éviter qu'il surgisse des concurrents pour l'impérialisme nord-américain. C'est pour ça que... et ça, on voit que c'est des vrais des partenaires rivaux. C'est pour ça que quand vous rappelez, il y a quelques mois, non? Parce que c'est vrai, Macron, il disait l'OTAN, elle est en mort cérébrale. Mais aussi, Macron, il était en guerre ou en friction
friction, c'est effectivement en réalité une dispute importante avec les États-Unis et l'Australie et l'Angleterre à propos des sous-marins, du contrat des sous-marins nucléaires qui a été balayé de la part, en tout cas que la France a été balayée et l'Australie a passé un accord avec les États-Unis. Et qu'est-ce qu'il a dit Macron à ce moment-là? Il faut que les Européens commencent à penser à l'autonomie stratégique. Et c'est quoi l'autonomie stratégique? C'est ça en fait. C'est que penser à l'autonomie stratégique, c'est-à-dire c'est renforcer d'un point de vue militaire pour réduire l'importance ou l'influence de l'OTAN, des États-Unis en Europe. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et donc, dans cette politique, évidemment, éviter qu'il y ait des alliances entre la Russie et des puissances européennes, c'est un objectif fondamental pour les États-Unis pour maintenir leur hégémonie dans le monde. Donc, oui, il y a un encerclement de la Russie, parce que la Russie, en plus, elle peut entraver les plans stratégiques ou tout simplement la puissance américaine dans différentes régions du monde, comme on a vu, je répète, la question de la Syrie. La Syrie, c'est une intervention, la Russie ne voulait pas intervenir en Syrie, elle n'était pas très intéressée, jusqu'au moment où il y a eu le mouvement de Maïdan et le gouvernement ukrainien est devenu pro-occidental. Et là, à ce moment-là, la Russie accélère son intervention en Syrie pour entraver et pour les plans des Nord-Américains et essayer ensuite, peut-être dans une éventuelle négociation, d'utiliser ça comme monnaie d'échange par rapport à l'Ukraine. Mais donc la politique d'encerclement de la Russie rentre aussi dans cette politique générale des États-Unis à travers l'OTAN, aussi des concurrences interimpérialistes avec la France, l'Allemagne et tout. D'ailleurs, le fait que l'Allemagne maintenant décide d'augmenter, vous avez vu, elle décide d'augmenter son budget militaire. Ça, on reviendra plus tard. On reviendra après. Oui, mais voilà, je dis juste ça, on va dire un petit truc et après on revient plus en détail. Ça veut dire c'est une bonne et mauvaise nouvelle c'est une bonne nouvelle à court terme pour les États-Unis au sein de l'OTAN, mais une mauvaise nouvelle à moyen terme peut-être. Alors justement, ça fait plutôt la transition avec, on va dire, la seconde partie de la discussion avant de m'adresser à Anas pour une dernière question en fait sur la question de l'OTAN. On a vu du coup les contours en fait de la guerre. On voit avec la définition que tu fais de l'OTAN des racines de cette guerre, des précédents notamment, qu'en fait c'est une guerre qui est plus complexe à analyser que ce qu'on peut voir en fait dans la presse bourgeoise, dans la presse dominante. Et nécessairement, ça pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut défendre une politique en tant que révolutionnaire qui, à la fois, réponde à l'impérieuse nécessité d'autodétermination du peuple ukrainien, sans toutefois nier l'implication en fait, des puissances occidentales, de l'OTAN dans cette guerre, qui, on le voit, en fait, tente de tirer parti de cette invasion russe. Et précisément, tu mentionnais la course à l'armement qui a été initiée en Europe par l'Allemagne avec des intérêts particuliers, mais en fait, c'est une course à l'armement qui est même plutôt généralisée aujourd'hui. On a vu qu'il y a le gouvernement espagnol, il y a aussi Macron, là, dans sa conférence de presse hier, qui a fait toute une partie, en fait, sur son programme présidentiel sur la question, justement, militaire, en promettant, en fait, une augmentation du budget militaire, des investissements, et en disant noir sur blanc, en fait, il fallait se préparer à une guerre sur notre sol, ce sont ces mots. Et dans ce cadre-là, on peut se demander comment est-ce qu'on pense précisément une politique internationaliste qui sent en fait renier la nécessité de l'indépendance de l'Ukraine, etc., ne s'aligne pas en fait sur l'OTAN. Quelle politique internationaliste est-ce qu'on peut porter dans ce cadre-là? Oui, et c'est... Et la question qui est compliquée, justement,
par l'intervention des impérialistes et tout, c'est que là, j'insiste sur ça, on a une agression de la part de la Russie sur l'Ukraine et que les peuples ukrainiens ont le droit à l'autodétermination, ont le droit à avoir leur État et qu'aujourd'hui, cette question, elle est niée par l'action de la Russie. Et clairement. Mais le problème, c'est qu'en face, vous avez des puissances impérialistes qui sont en train d'essayer de profiter de ça. Et je pense que la lutte, il faut qu'il soit clair que la lutte pour l'autodétermination, pour une véritable Ukraine indépendante, qui pour nous, d'ailleurs je m'avance peut-être un peu, elle ne peut être qu'ouvrière et socialiste, ne peut se faire qu'en totale indépendance de l'OTAN, principalement, des puissances impérialistes, mais aussi des gouvernements nationaux, des capitalistes nationaux, des oligarques ukrainiens qui aujourd'hui sont avec l'OTAN, mais qui hier étaient avec la Russie, et peut-être après-demain ils seront à nouveau avec la Russie. Et cette question de voir la politique de l'OTAN et voir la politique des impérialistes et maintenir une totale indépendance, en tout cas pour nous qui défendons en tout cas une perspective de la classe ouvrière, de la révolution, des peuples opprimés, des secteurs populaires de la société, dire clairement que ce n'est pas de la main de l'OTAN, des impérialistes, du FMI, de la Banque mondiale, que l'Ukraine va être indépendante. Certes, la Russie, elle a un objectif de complètement écraser et de soumettre l'Ukraine, mais ne croyez pas que si cette tentative, cette opération, cette agression de la Russie, elle finit par un échec, de la main des Occidentaux, de l'Union européenne, du FMI et de l'OTAN, l'Ukraine va être libre et indépendante. D'ailleurs, depuis 2014, la Banque mondiale, l'Union européenne et le FMI ont donné plein de prêts pour l'Ukraine. Plein de prêts qui vont devoir être remboursés. Et cette année, sûrement, peut-être ils vont faire quelques gestes, entre guillemets. Mais cette année, normalement, l'Ukraine doit rembourser plusieurs milliards de dollars de dettes. De dettes, et pas seulement la dette, des dettes avec des intérêts. Là, cette semaine, ou il y a quelques semaines, la Banque mondiale, le FMI, ils sont en train de lâcher de l'argent pour l'Ukraine. Mais ils sont en train de lâcher de l'argent, ce n'est pas l'argent gratuit. C'est l'argent qu'ils sont en train de donner. C'est des prêts avec des intérêts et sous conditions. Des conditions qui sont accentuer les privatisations, accentuer les réformes politiques et accentuer, en fin de compte, les inégalités. Je lisais ce matin, depuis 2014, le prix du gaz a augmenté de plus de 600% en Ukraine à cause des politiques de privatisation dictées par le FMI, la Banque mondiale et l'Union européenne. Et donc, moi je pense que ça c'est une question, en tout cas, un aspect très important de la situation en Ukraine qu'on ne peut pas oublier. Et c'est pour... Je m'avance un petit peu, mais en tout cas, nous, de notre point de vue, c'est que s'il n'y a pas une politique indépendante de la classe ouvrière, des secteurs populaires de la société ukrainienne face à ces deux oppresseurs, tôt ou tard, que ce soit à court terme ou à moyen terme, et disons que, pour le dire comme ça, les perspectives pour les exploités opprimés en Ukraine sont plutôt sombres. Alors, on va y revenir, mais peut-être avant de passer justement à la question de savoir quelle politique, en fait, plutôt en positif, est-ce qu'on peut développer vis-à-vis de la situation et du peuple ukrainien, je voulais m'adresser à Anas, en tant que militant politique ouvrier qui a participé, qui s'est présenté en fait aux élections présidentielles. Précisément sur la question, Philippe commençait à en parler, je lui ai posé la question à lui aussi, mais sur la question de la politique en Europe,
notamment la course à l'armement, mais il y a aussi la question des sanctions. En France, on voit qu'il y a à la fois le gouvernement, je pense que je le mentionnais déjà, notamment Bruno Le Maire, qui en fait assume de manière très très explicite, même si Macron essaye de rattraper derrière pour adoucir un peu sur la forme, et qui explicite en fait que c'est une guerre économique pour faire s'effondrer l'économie russe. Il y a à la fois le gouvernement qui porte cette politique, mais il y a aussi toute une partie de la gauche qui en fait plonge dans la surenchère belliqueuse, notamment on peut penser à Jadot, mais il y a aussi Glucksmann, il y a Hidalgo qui en fait soutiennent tout simplement l'ensemble des sanctions contre la Russie et du coup contre le peuple russe. Toi, en tant que militant révolutionnaire, militant ouvrier, quel regard est-ce que tu portes en fait sur cette surenchère, et quelle réponse vis-à-vis précisément de ces sanctions-là est-ce que quelle politique est-ce qu'on doit penser, quelle réponse est-ce qu'on doit penser? Bonsoir à tous. Je suis plus candidat, du coup, je parle moins longtemps. Ça me repose. Non, mais la question, elle est importante. On pourrait même ajouter, avec beaucoup de nuances, bien entendu, le discours de Philippe Poutou aussi du NPA, dont le positionnement sur la question des sanctions, sous couvert de parler de sanctions des oligarques, etc., est très ambigu. Mais la première chose, je pense qu'il faut dire et comprendre sur les positionnements de la gauche, ils sont importants, notamment vis-à-vis des questions internationales. Très souvent, les questions et les divergences ou les différences politiques entre, on va dire, la gauche institutionnelle, déjà entre elles, mais également entre la gauche institutionnelle et ce qu'on appelle la gauche révolutionnaire ou la gauche radicale, généralement, elles se font sur un terrain plutôt social et économique, avec parfois des nuances plus légères en fonction des questions et des fois des grandes nuances. Et c'est vrai que les questions internationales, c'est, on va dire, une ligne rouge parmi lesquelles, en fait, on arrive très vite à voir et avoir en fait le discours de celles et ceux qui au final, quand on les écoute et qu'on ferme les yeux et qu'on ne sait pas qui parle, on a l'impression que le discours il est porté par un gouvernement bourgeois et par un président de la République comme Emmanuel Macron ou autre, que ça soit les positionnements de Jadot, de Anne Hidalgo, de Raphaël Glucksmann, etc. Vous avez même entendu, je pense, cette formule de va-t-en-guerre qui revient systématiquement en fait de surenchère et d'alignement vis-à-vis de l'OTAN, en condamnant bien entendu la Russie comme nous on le fait, mais à l'inverse où eux au contraire se rangent derrière l'alignement notamment de l'OTAN et aussi de la politique des États-Unis dans la période. Ça permet pour les militants révolutionnaires que nous sommes, mais aussi pour les masses, on va dire, de aussi voir quel est le positionnement aujourd'hui de cette gauche-là, en fait. Parce que c'est clair et net qu'entre le gars qui va te dire « moi je suis pour le SMIC à 1300 », l'autre il est à 1350, l'autre il est à 1400, bon on peut se dire oui, ok, il y a quelques différences, mais bon, au final vous êtes toutes et tous de gauche. Mais la question de l'intervention impérialiste, la question de la défense militaire, la question de l'armement militaire, de la surenchère guerrière, etc., et de discours guerriers en fait portés par la gauche est une véritable problématique aujourd'hui. Et c'est là où le rôle des révolutionnaires dans cette séquence-là est primordial, en fait. Parce que sinon, qui parle et qui s'adresse, en fait, aux populations exploitées et opprimées de ces différents peuples? J'avais vu dans un reportage très récemment, en fait, d'exilés russes, en fait, en France, qui se sont déplacés dans les mobilisations, notamment Place de la République, etc., en soutien, soi-disant, au peuple ukrainien, mais qui en réalité sont aussi des tribunes et des meetings politiques pour appeler en fait à l'armement de l'Ukraine, qui appelle à l'aide militaire de l'OTAN, etc., etc. Il y a des personnes russes en fait qui disent non, on n'est pas avec Poutine. On est russe, mais on dénonce en fait ce qui est en train de se passer en disant on s'est jamais senti aussi mal à l'aise que dans ces rassemblements où on comprend qu'en fait il n'y a pas de bienveillance et il n'y a pas un discours qui vise en fait à essayer d'amener de la solidarité et de l'entraide en fait par en bas entre les populations qui elles vivent. Comme moi je dis souvent, et je l'avais dit dans quelques interventions télévisées, je disais que c'était ni Poutine, ni Biden, ni Macron en fait qui mouraient sous les bombes.
C'est pas eux qui vont prendre des balles de Kalachnikov ou des obus ou autres. Seuls et ceux qui meurent sous les bombardements de Poutine ou ceux qui sont incarcérés parce qu'ils manifestent en Russie, ce sont les exploités et les opprimés, ce sont les classes populaires aujourd'hui. Il y a des reportages, en fait, il y a des Russes qui étaient partis en vacances quelques jours avant le début du conflit, je ne sais pas si vous avez vu ça, et qui au final ont leur carte Visa qui est bloquée, qui se retrouvent en impayés, qui se retrouvent devant les guichets des hôtels en larmes, en fait, en disant j'ai aucun moyen. J'ai aucun moyen, en fait, de rentrer chez moi et je ne peux même pas payer l'hôtel parce que ma carte bancaire, ma carte Visa ne passe pas. Et donc, comment, en fait, on pourrait se ranger, nous, en tant que militants révolutionnaires, derrière un discours qui serait un discours de va-t-en-guerre, de surenchère de la politique impérialiste que mène l'OTAN, comme l'a décrit jusqu'à présent Philippe. La deuxième question, c'est au-delà de la question de l'armement qui est portée, c'est la question des sanctions financières et qu'on voit ici. On va en reparler au cours de cette discussion, mais on peut voir à quel point en fait les premiers effets sont hyper forts et hyper importants, notamment pour les classes populaires en France, mais pas que. Il faut savoir par exemple, quand vous prenez la situation en Égypte, 90% du blé égyptien, enfin du blé qui est acheté par l'Égypte, provient de l'Ukraine et de la Russie. Et qu'il y a déjà des politiciens en fait en Égypte et notamment dans d'autres pays comme la Tunisie et autres qui parlent de possibilités de situations de famine dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc comment en fait, lorsqu'on se dit de gauche, pour rester fraternel, on va dire comme ça, comment on pourrait se ranger derrière un discours qui viserait sous prétexte d'un conflit armé, et on n'a aucun problème en fait, on ne tergiverse pas une seule seconde vis-à-vis de l'agression de Poutine et du gouvernement russe contre l'Ukraine, mais comment on peut accepter une seule seconde de se ranger derrière une politique qui est une politique d'affamer les populations? C'est d'affamer les populations. La question de l'armement aussi est un problème central. Parce que envoyer des armes et armer qui exactement? Parce qu'on a vu cette politique de l'armement, notamment dans la guerre en Syrie. On a vu ce qu'a été Laurent Fabius, qui avait une fois devant le micro de Jean-Jacques Bourdin dit qu'ils avaient envoyé des armes à des groupes autonomes, soi-disant, qui défendaient et qui luttaient à Alep, etc., et dans d'autres villes contre Bachar al-Assad. Et puis Jean-Jacques Bourdin qui lui a dit, mais du coup, en fait, Daesh aujourd'hui a les armes françaises. Et Fabius disant qu'il ne savait pas que ça allait devenir Daesh. Et donc c'est primordial aujourd'hui de voir cette situation aujourd'hui d'un regard internationaliste. Parce que je pense que toutes et tous, il y a un mois en arrière ou il y a 2 mois, enfin, on ne se réveillait pas en se disant qu'est-ce que dit Poutine, qu'est-ce que dit la Biélorussie, qu'est-ce que dit Biden ou autre. Aujourd'hui, il y a même des gens qui sont devenus de manière accélérée des spécialistes de la question, allant voir qu'est-ce qui s'est passé à Mariupol, qu'est-ce qui s'est passé à Kharkiv, attention camarades, ici, ça c'est une fake news, etc. Et comme moi je dis souvent, ces guerres-là, c'est une des réponses les plus importantes à l'imbécilité et la connerie qu'est le nationalisme et le patriotisme. Que les gens qui nous font croire en fait que seul à travers une politique nationaliste et patriotique, en fait, on peut continuer nos vies comme ça, on voit très rapidement que ce qui se passe à l'échelle internationale a des conséquences de manière brutale et accélérée sur nos vies et change totalement la donne. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir un discours de gauche qui soit un discours qui se range derrière l'impérialisme américain, qui se range derrière le plus fort contre le plus faible. Ce que nous on dit, et je termine là-dessus, c'est les mots avec lesquels a fini sa dernière réponse Philippe, c'est la question d'une politique indépendante du peuple ukrainien, d'autodétermination du peuple ukrainien. Vous avez vu ces trains dans lesquels, à l'entrée, on a trié des personnes en fonction de leur couleur de peau, mais ces trains, pour le cheminot que je suis, ils sont conduits par des prolétaires du chemin de fer ukrainien aujourd'hui. On ne les salue pas, eux.
On s'en fout en fait de savoir comment les gens y bouffent aujourd'hui à Kiev ou en Ukraine. Personne ne se préoccupe en fait de qui conduit le train, qui s'occupe de l'entretien des rames, qui s'occupe de l'ouverture des gares, etc., qui est en train de conduire les bus. Et c'est là où nous, en tant que militants révolutionnaires, qui prônons en fait la lutte de notre camp social, de la classe ouvrière, on considère que oui, si cette classe ouvrière ukrainienne, elle commençait à avoir un autre son de cloche, qui ne soit pas un son de cloche qui est uniquement monocouleur, qui va uniquement vers cette soi-disant liberté que prône l'OTAN, mais qui en réalité est une forme d'asservissement aussi d'une autre part du peuple ukrainien, on se doit, nous, aujourd'hui, lorsqu'on dit ni Poutine, ni OTAN, avoir une politique qui n'est pas celle de rien dire derrière, mais c'est de proposer aussi des solutions. Bien sûr, les camarades, c'est pas nous, Révolution Permanente, ou même les militants révolutionnaires à l'échelle internationale qui pouvons claquer des doigts et influencer ou faire en sorte que demain, il y ait une coordination de tous les secteurs ouvriers ou une politique indépendante dès le lendemain. Bien entendu, la situation, elle est hyper compliquée. On pense aussi non pas uniquement à l'Ukraine, mais au peuple russe aujourd'hui, qui, on a vu le renforcement des sanctions pour les personnes qui manifestent contre la guerre, jusqu'à 15 ans d'incarcération pour dénoncer ce qui est en train de se passer. Donc oui, on peut comprendre aussi qu'un peuple russe qui se dit « moi, ma carte Visa, elle marche même plus. Le rouble, il a chuté de manière vertigineuse. On me fait la guerre alors que j'ai rien fait, j'ai rien demandé à personne. » Et qu'en plus de ça, si j'ai le malheur de dire quelque chose, je risque d'aller 15 ans en prison, c'est beaucoup plus compliqué pour avoir des mobilisations populaires et de la classe ouvrière russe, même si on a vu certains événements, notamment, je crois que c'est du côté tatar, je crois, c'est ça, au Tatarstan, notamment sur la question du coût de la vie et de l'inflation, etc. Ce sont des éléments qui sont importants et intéressants, mais qu'il va falloir en tout cas que nous, on puisse continuer à avancer et ne pas dire qu'il n'y a pas de position autre que celle de l'alignement derrière l'OTAN, comme le fait en tout cas les politiciens dont on a parlé. Donc pour pas trop, parce que Anna était en train de manger sur plus la suite et tout, mais peut-être avant de vraiment développer, il y aura aussi, tu pourras développer aussi sur la situation en France, les conséquences en France, sur le terrain de la lutte des classes, mais avant de développer ça, pour revenir pour une question à Philippe, on a du coup ce qu'on a dit, voilà, des secteurs de la gauche en fait qui s'alignent derrière la politique de l'OTAN, mais on a d'autres politiques de l'autre côté qui revendiquent une forme de non-alignement vis-à-vis de l'OTAN. C'est par exemple, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je rapproche le micro, mais c'est par exemple le cas de Jean-Luc Mélenchon qui en fait depuis le début revendique en fait la paix, dit que si il y avait en fait un alignement derrière l'OTAN, ça reviendrait à une escalade militaire, à une guerre totale, voire à une troisième guerre mondiale. Et du coup, lui, ce qu'il revendique dans ses discours, c'est la paix par la diplomatie. C'est un peu la formule de la France insoumise. Il propose par exemple à ce titre-là l'organisation d'une session extraordinaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou bien la proclamation de la neutralité de l'État ukrainien. Philippe, toi, qu'est-ce que tu penses en fait de cette perspective, mais aussi de sa viabilité ? Oui, et la particularité de la position de Mélenchon, c'est que à sa façon, il dit ni OTAN ni Russie. Non, et il essaye de trouver une voie alternative, intermédiaire, qui rentre aussi dans sa politique de parler des non-alignements, des troisième voies et d'indépendance même de la France vis-à-vis des États-Unis, et tout. Et bon, oui, en même temps, c'est une politique qui reste, disons, c'est une politique des chefs d'État, de l'État tel qu'il est. Aussi beaucoup. Et c'est une politique qui, par exemple, en parlant de la neutralité de l'Ukraine, ok, mais en quoi
ça pourrait nous prémunir d'un nouveau déclenchement de la guerre. Et moi, je pense que ça reste très institutionnel quand même, et c'est pas le simple problème institutionnel, les gauchistes. C'est que ces institutions sont, comme on parlait de l'OTAN, c'est évident, c'est dirigé, contrôlé par les États-Unis et d'autres grandes puissances, parce qu'il y a différents niveaux. Et dans les organisations internationales aussi, il y a une hiérarchie des pays, des États qui dirigent. Et l'OC, par exemple, l'OCE, je crois, on dit en français, et c'est pareil, c'est des institutions complètement dirigées par des États impérialistes. Et Jean-Luc Mélenchon, il revendiquait par exemple l'intervention de l'ONU, des casques bleus de l'ONU en Ukraine. Mais les casques bleus de l'ONU en Ukraine, même si pendant les casques bleus et tout ça, l'ONU, dans les années 90, c'était l'apogée, non? On pensait que c'était la paix, la neutralité, etc. Mais on le sait très bien, bon, il y a plein d'exemples, même dans les années 90, le génocide rwandais, etc. Même le rôle qu'ont joué les casques bleus en Bosnie et le génocide de Srebrenica qu'il y a eu et tout. Bon, on voit, mais surtout, c'est en quelque sorte donner aussi un gage de neutralité sous l'égide de l'ONU, mais pour donner finalement le droit à que potentiellement des puissances impérialistes puissent intervenir directement en Ukraine, des puissances impérialistes dans la France. Parce que moi, je pense qu'il y a un truc à avoir dans le discours. Si vous avez vu le discours de Mélenchon à TF1, qui, dont une grande partie a été dédiée à la guerre en Ukraine. Vous voyez l'émission là où il n'y avait pas tous les candidats d'ailleurs. Non, il y a 12 candidats, je crois, je ne sais pas s'ils disent 8, je ne sais pas, 8. Et un scandale déjà démocratique en soi. Mais bon, une grande partie de l'intervention était sur la guerre en Ukraine. Et clairement, dans le discours de Mélenchon, il disait que, par exemple, il était contre les sanctions, mais pas toutes les sanctions. Il était contre les sanctions qui touchaient les intérêts de nous, les Français. Parce qu'il y a un truc qu'il faut écouter. Comment parle Mélenchon? Mélenchon, c'est nous autres, les Français. C'est une obsession, on dirait. C'est un discours patriotique. Et quand on dit les intérêts de nous autres, les Français, c'est pas Pierre-Jacques qui vont acheter la baguette tous les jours, etc. C'est le patronat français qui est en Russie. Lui, il disait quoi? Il disait que moi, quand c'était les sanctions en 2014, j'ai rencontré la Chambre de commerce française en Russie. Et il m'a dit, ah non, oh là là, ça nous touche, nous les entrepreneurs français. Ça, c'est pas une politique de classe. Et c'est une politique, oui, une politique qui se veut non alignée, mais qui reste finalement dans une logique de défense des intérêts de la France. Et des intérêts de la France, on sait très bien que c'est pas la France, c'est le patronat français. Et ça, c'est quelque chose de très important à voir aussi dans cette politique de neutralité. Et en plus, du fait que ça reste une solution, et ça, peut-être, c'est un point très important, ça reste une politique par en haut et qui s'oppose complètement, ou en tout cas qui ne met jamais sur le devant de la scène la question de comment intervenir, ou comment peuvent intervenir les travailleurs, les secteurs opprimés, les classes populaires d'Ukraine. D'une politique, quand on dit indépendante, mais indépendante des classes, pas indépendante juste de telle ou telle puissance, et sinon une indépendance des classes. Et dès ce point de vue, effectivement, parce que la logique politique de Mélenchon, et c'est pas juste pour discuter Mélenchon là, parce que je pense que c'est intéressant, parce que c'est un politicien qui a un certain écho dans la classe ouvrière, et en plus, voilà, c'est un candidat et tout, et qui propose une position particulière. Et je pense que c'est intéressant aussi pour voir nos différences de ce point de vue. Donc, moi, je pense que tous ces éléments-là montrent en plus non seulement la faisabilité, c'est pas une question de faisabilité ou pas, c'est que est-ce que ça vraiment peut garantir une véritable Ukraine indépendante. La neutralité, c'est pas l'autodétermination, c'est pas non plus le droit à une Ukraine indépendante. Ça, je pense que c'est... Alors, justement,
de ce point de vue-là, du coup, par rapport à notre position, est-ce que tu pourrais développer qu'est-ce qui serait, contrairement à ce que tu viens d'expliquer, une véritable politique d'indépendance de classe pour justement une réelle autodétermination du peuple ukrainien et aussi peut-être, parce que je pense que c'est une question que se posent les gens dans la salle, mais plus en général, en quoi cette position-là que tu as développée, en quoi est-ce que c'est plus que simplement une position de principe, de dire ni Poutine ni OTAN, et expliquer en fait en quoi ça pose vraiment des perspectives pour le peuple ukrainien justement. Oui, c'est quelque chose qu'on discute un peu depuis le début, et parce que c'est l'axe de notre réflexion politique sur ce qui se passe en Ukraine, non, où on se trouve dans une guerre où on a un agresseur comme la Russie, et de l'autre côté, on a des puissances impérialistes occidentales qui essayent d'exploiter justement cette situation pour appliquer leur propre agenda. Et ce n'est pas des gens qui viennent de l'extérieur seulement, c'est des gens qui ont des alliés à l'intérieur de l'Ukraine, comme ils ont aussi des alliés à l'intérieur de la Russie, qui sont les bourgeois nationaux, les oligarques, cette mafia, ces gens qui ont détruit l'économie, détruit les conditions de vie des travailleurs des classes populaires en Russie et en Ukraine et dans l'ensemble des pays, de l'ex-Union soviétique. Le nombre de gens qui sont tombés dans l'alcoolisme, des suicides, des morts, ça aussi c'est la politique de ces oligarques-là, de ce capitalisme national. Donc de ce point de vue, c'est de ce point de vue qu'on parle de chercher une voie indépendante de la part des travailleurs et des secteurs populaires en Ukraine. Parce que, évidemment, à la différence, contrairement à ce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus personne, entre guillemets, en tout cas en Europe occidentale, qui est pro-russe, qui est pro-Poutine. Même s'il y en a un, ils ne le disent pas, ils sont à la défensive, ils ne le disent pas, non ? Et évidemment que ce n'est pas du côté de Poutine. Poutine n'est pas du tout un anti-impérialiste, ça c'est clair. Et on va ouvrir la parole. Mais disons que je ne dis pas qu'il n'y a pas, je dis justement il y a des pro-russes, mais qu'aujourd'hui ils parlent beaucoup moins. Mais le truc c'est qu'en face, on a aussi des pro-OTAN, comme on a parlé là. Et comme j'avais dit précédemment, ce n'est pas de la main des institutions internationales et des grandes puissances impérialistes que l'Ukraine peut être indépendante. Donc, de ce point de vue, ce n'est pas juste, comme tu disais, ce n'est pas juste une position de principe. Ouais, voilà, la classe ouvrière peut être pure, la classe ouvrière, le secteur, voilà, et comme ça, on est pour le socialisme. Ce n'est pas une question de pureté idéologique ou tenir voilà, des principes juste comme ça. C'est que s'il n'y a pas une alternative indépendante des classes populaires et des travailleurs aujourd'hui en Ukraine, tôt ou tard, ils vont le payer. Très tôt, je pense, si la Russie arrive à gagner et imposer son agenda et détruit en plus au passage l'Ukraine, parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas seulement en train de détruire, comme je disais, les installations militaires, mais aussi les usines, les théâtres, les villes, des hôpitaux. C'est ça. Donc là, on a un danger imminent, mais de l'autre côté, ce n'est pas les milliards injectés par l'OTAN et les impérialistes occidentaux qui vont sauver qui que ce soit en Ukraine. Et au contraire, la situation de semi-colonisation, de soumission de l'Ukraine pourrait être renforcée aussi de la main des impérialistes occidentaux. Ça veut dire quoi? Que concrètement, s'il n'y a pas une alternative indépendante, si ça n'existe pas, oui, c'est la réalité. Pour les travailleurs, les classes populaires en Ukraine, c'est mort. Et pas seulement pour les travailleurs, classes populaires en Ukraine, aussi en Russie. Parce que plus Poutine sera en difficulté, plus dur va être encore la répression de Poutine et du régime contre toute opposition, contre les travailleurs. Ils vont accentuer encore plus les politiques
Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas beaucoup non plus le mouvement ouvrier n'est pas très fort aussi en Russie? Évidemment, ils ont subi une défaite importante avec la restauration du capitalisme, mais aussi une répression énorme. Et la même chose en Ukraine. Une répression énorme depuis des années contre le mouvement ouvrier. Et ça ne peut que s'accentuer dans Justement, pour te poser une question qui va dans ce sens-là, mais par rapport au poids en fait, de l'extrême droite, tu as écrit un article notamment qui a été beaucoup lu sur cette question. C'est quoi aussi les conséquences sur ce terrain de la montée de l'extrême droite en Ukraine que pourrait jouer en fait, une vassalisation de l'Ukraine à l'OTAN et aux puissances occidentales? Oui, j'allais aborder justement cette question qui est importante parce que une autre chose, Poutine a essayé de légitimer son intervention en disant qu'il allait dénazifier l'Ukraine. Et qu'on soit clair, le gouvernement à Kiev, il est complètement réactionnaire, pro-capitaliste, néolibéral, privatisation, anti-ouvrier et tout. Mais ce n'est pas des nazis du tout. Du tout. La question, c'est que Poutine s'appuie sur des éléments de la réalité en Ukraine, et certains éléments d'ailleurs, les éléments qu'il arrange, pour créer son discours, non, sur les nazis qui seraient en train de gouverner l'Ukraine. Ça, c'est pas vrai, c'est pas les nazis qui gouvernent l'Ukraine, mais et c'est ce qu'on voit depuis un certain temps, c'est qu'en Occident, on est en train de, notamment maintenant, on est en train de relativiser ou même de dire qu'à la limite, n'importe quoi, les nazis ne pèsent rien, ils font 2% aux élections, etc. Et attention, parce que c'est pas vrai. Et depuis 2014, il y a de véritables organisations néo-nazis, d'extrême droite nationalistes, différentes. Il y a plusieurs d'ailleurs types d'organisations d'extrême droite en Ukraine, qui, même s'ils font 2% aux élections, et alors, ils donnent 2% aux élections, mais ils ont des milices armées qui font la guerre depuis 8 ans. Et qu'est-ce qui pesait l'extrême droite en Serbie ou en Bosnie avant les génocides qui sont menés? Rien, ok, oui, mais ils ont mené un génocide. Et c'est la petite méthode qui est complètement fausse, utilisée non seulement par la bourgeoisie, mais beaucoup qui sont un peu, aujourd'hui, sont devenus tout à coup pro-OTAN, de dire non, ils pèsent rien, 2%. C'est pas les élections qu'on ne peut pas mesurer la force politique d'un courant ou des courants à travers les élections. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des groupes néo-nazis d'extrême droite et nationalistes en Ukraine qui, même s'ils sont quelques milliers, dirigent et forment des personnes dans les armées parce qu'ils ont été, intégrés aux forces de sécurité ukrainiennes. On connaît le mouvement Azov, qui est une force paramilitaire et politique, qui forme d'ailleurs, non seulement le mouvement Azov, aussi le secteur droit qui est né du mouvement de Maïdan en 2014, qui aussi, tous ces gens-là d'extrême droite, c'est des combattants qui forment les nouveaux combattants, les nouveaux soldats, etc. Et ça, d'un point de vue militaire et politique, plus pour parler de l'influence de l'extrême droite, l'État n'a pas seulement intégré les milices aux forces de sécurité. L'État a aussi intégré une grande partie des politiques et du discours nationaliste d'extrême droite en Ukraine comme politique nationale, et officielle, je veux dire. Et sous prétexte que le communisme, l'oppression des Ukrainiens, le stalinisme, etc., ils sont en train de déboulonner des statuts pour dire que c'est un acte national, hein, en réalité. Et le truc, c'est qu'ensuite, ça a été toujours une revendication, les statuts de Lénine. Et c'était toujours une revendication nationaliste. D'ailleurs, Poutine, il se prend de ça alors qu'il est complètement anticommuniste. Poutine, c'était très clair, hein, le discours anticommuniste de Poutine, mais bon, il se prend de ça pour dire « Ah, les nazis ». Mais voilà, il y a ça, mais ça c'est un détail. Il y a aussi l'attaque à l'utilisation de la langue russe, l'interdiction du communisme, en quelque sorte, des partis communistes font référence au communisme et au nazisme, non, mais bon, même si le nazisme, il y en a plein qui font ouvertement référence, il n'y a rien. Et aussi la réhabilitation de personnages comme Stepan Bandera,
qui étaient des collaborateurs nazis, en réalité, qui était un leader nationaliste ukrainien pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui luttait contre l'armée soviétique, et aussi à un moment contre les nazis, même si après il a commencé à collaborer avec les nazis, et surtout que c'est des génocidaires qui ont tué des juifs et des polonais. Et c'est ces personnages-là que le pouvoir ukrainien est en train de revendiquer et de réhabiliter. Donc, quand on dit, oui, 2% de l'extrême droite, oui, mais vous voyez, cette politique, et en plus, j'insiste, l'extrême droite en Ukraine, c'est pas l'extrême droite, c'est pas Marine Le Pen ou Zemmour, hein. C'est des gens qui ont des armes et une expérience des luttes, des luttes armées. Et d'ailleurs, beaucoup d'analystes commencent à dire, attention, parce que si l'Ukraine devient une sorte d'Afghanistan en Europe, ça va devenir le paradis pour l'extrême droite de toute la planète. Ça d'une part. Mais je voudrais aussi, pour équilibrer, dire quelque chose, parce que Poutine, il parle des nazis et tout. Mais vous pensez que les gens qui sont en train de lutter dans les républiques séparatistes de l'Est de l'Ukraine sont quoi? Sont des pacifistes démocratiques communistes? C'est des fachos, pareil. Et il y a beaucoup d'articles et d'études qui montrent que les gens qui beaucoup, en tout cas, des combattants pro-russes sont aussi d'extrême droite et aussi ont des références sur le nazisme, même si aussi l'extrême droite nationaliste russe et là aussi d'autres références qui peuvent être plus dans le tsarisme, avant la révolution d'octobre, etc. Mais aussi c'est des courants qui ont un rapport ambigu avec Poutine, de soutien et opposition en même temps, comme l'extrême droite ukrainienne a un rapport aussi ambigu avec le gouvernement central à Kiev. Mais en tout cas, on voit que l'Ukraine tout entière, du côté pro-russe ou nationaliste ukrainien, il y a des courants d'extrême droite et qu'on sait toujours que la guerre peut aider à développer certaines tendances plus extrêmes et certaines tendances d'extrême droite, néo-nazis et autres. Et donc, quand on parle d'indépendance, c'est ça aussi. Et comme on disait Anas tout à l'heure, la question des armes aussi, c'est ça. Parce qu'il faut savoir que quand cette semaine, les États-Unis ont voté 13 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine, dont une grande partie d'aide militaire. L'extrême droite, elle est intégrée à l'armée. Ces armes vont pour l'extrême droite aussi. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ces armes vont pour l'extrême droite. Ils sont déjà en train de l'utiliser, et pas depuis 2 mois, depuis 2014. Depuis qu'ils ont été intégrés à l'armée ukrainienne. Et on pourrait dire... oui, voilà. Donc, voilà, ça c'est très important. Et juste pour conclure sur ce point-là, dire que cette question n'est pas en train de se jouer seulement en Ukraine. Moi, je pense que quand on parle de politique indépendante, elle s'est construite aussi dans les rues de Paris, dans les rues de Berlin, aux États-Unis et à Moscou aussi. C'est très important de ne pas oublier la question de prôner la fraternité entre les travailleurs et les classes populaires en Russie et en Ukraine. Parce que tout le discours nationaliste aussi, c'est pour diviser ça, pour créer justement des peuples qui se haïssent pour, en réalité, servir les agendas politiques des classes dominantes, d'un côté comme de l'autre. Donc je pense que c'est très important que ici en France aussi, on dit pas seulement contre l'OTAN et contre Poutine pour une voie indépendante, mais aussi aller contre tout le discours horrible, nauséabond, anti-russe qui est en train de se développer. Parce que le peuple russe n'a pas à payer pour la politique de Poutine. Je pense que ça, c'est quelque chose qui doit être très clair. Et aussi, c'est une façon de lutter contre le nationalisme. S'il y a du côté en Occident, il y a un discours anti-russe, c'est un cadeau pour Poutine. Mais en même temps, s'il y a un discours de fraternité entre les travailleurs et les classes populaires de Russie et d'Ukraine, c'est un discours, une arme contre le nationalisme réactionnaire du côté ukrainien aussi. Donc voilà. Non, peut-être pour passer sur les conséquences, notamment sur le terrain de la lutte des classes, d'abord en France, et puis je reviendrai sur la situation internationale.
Mais pour ce qui est de la France, une question pour Anas, je pense qu'on a tous vu en fait les répercussions de la guerre en France. On a déjà parlé, peut-être que tu voudrais y revenir, sur l'hypocrisie de la classe politique, en particulier du gouvernement, vis-à-vis des réfugiés ukrainiens, mais il y a un autre aspect qui vraiment est très saillant en fait, y compris on l'a vu dans l'espèce de faux débat sur TF1 là, sur la guerre en Ukraine, et qu'il y a une vraie question centrale, et c'est pas pour rien, mais c'est la hausse des prix, les conséquences des sanctions économiques sur la hausse des prix et le coût de la vie en fait en France, et qui une conséquence qui fait très très peur à la bourgeoisie. On voit que les gilets jaunes c'est une question voilà qui préoccupe beaucoup en fait un retour des gilets jaunes XXL, parce qu'en fait les prix sont bien plus élevés que au moment où il y avait eu ce mouvement-là, mais que c'est encore dans les esprits. Ça se ressent aussi du côté de l'élection présidentielle, je le disais avec l'émission sur TF1. Et il y a un autre aspect, peut-être c'est intéressant de le mentionner, je ne sais pas si tu voudras rebondir dessus, mais on voit en fait une aggravation aussi du tournant sécuritaire du gouvernement, autoritaire également. Il y a des suspensions de journaux, ça à échelle européenne, mais aussi en France, de médias dits pro-Poutine. Il y a en fait une accélération aussi des dissolutions. Il y en a encore une qui a été déclarée ce matin d'un groupe antifasciste. Il y a voilà, tout un climat en fait autoritaire, sécuritaire. Il y a les annonces de Macron sur son prochain quinquennat. Tout ça, qu'est-ce que ça dit en fait des possibles impacts de la guerre en Ukraine, mais aussi de ce qu'on peut prévoir et présager sur le terrain de la lutte des classes. Non mais sur cette question-là de la situation en France, en vérité, on pourrait faire limite toute une conférence pour analyser ce qui se passe. La première chose, c'est que il est clair que le contexte qu'on est en train de vivre aujourd'hui est à prendre aussi avec beaucoup de vigilance, à prendre avec des pincettes, ni plaquer une forme d'optimisme, ni à l'inverse plaquer son pessimisme sur la situation, mais d'essayer d'avancer pas à pas, comme on dit, de manière la plus juste. Mais les choses qu'on peut en tout cas peut-être affirmer et voir, c'est qu'on est dans une séquence d'instabilité assez importante depuis ces derniers mois et ces dernières années. Aujourd'hui, on est dans une situation d'inflation, mais en réalité, le coût de la vie était déjà cher sans attendre la crise sanitaire et bien avant en fait. Et aujourd'hui, on voit ce niveau d'aggravation de la situation, notamment avec les répercussions des sanctions, des sanctions financières contre la Russie, mais aussi dans la même période, un peu comme les vautours ou les, vous savez, les croque-morts là, dans les films de western. Vous avez ces séquences où le croque-mort, avant le duel, il est en train de mesurer les épaules des gars qui vont se tuer pour voir comment il va revendre ses cercueils. De la même manière, vous avez de la spéculation dans cette période-là. Le litre du pétrole, c'est pas un pétrole qu'ils ont acheté avant-hier, quoi. Il faut savoir que ce qu'ils sont en train de raffiner, il y a notre camarade Adrien qui est raffineur, mais il faut savoir que les Total ou d'autres entreprises raffinent des barils qu'ils ont achetés il y a plusieurs mois, à des cours il y a plusieurs mois. Donc pourquoi en fait il y a une spéculation aussi importante dans cette période-là? Jean Castex, il dit pas hop, stop à la spéculation, tous les profits sur l'essence, on va les geler. On va les retirer. Non, il continue la spéculation, il continue à tolérer que des entreprises elles fassent monter le cours du pétrole, qu'elles continuent à s'enrichir sur la situation. Et de l'autre côté, on nous redonne notre propre argent avec la TICPE, avec la TVA, les taxes, les impôts, etc. Donc c'est assez incroyable ce qui est en train de se passer. Tout à l'heure, je parlais de ce qui se passe notamment en Égypte et ailleurs, mais en tant que militant révolutionnaire, la situation internationale est hyper importante pour nous.
Elle est hyper importante parce qu'on sait très bien comment des conséquences de lutte de classe, pas spécialement et directement en France, mais aussi dans d'autres pays, auront très probablement des conséquences directes sur la situation française. De la même manière où lorsqu'il se passe quelque chose en France, souvenez-vous des Irakiens qui avaient des gilets jaunes, souvenez-vous des Anglais qui avaient des gilets jaunes, souvenez-vous des Algériens qui saluaient les mobilisations des gilets jaunes où on entendait Macron et Bouteflika même combat. Donc oui, il peut y avoir des conséquences et on n'oublie pas ce qui s'est passé aux États-Unis après la mort de George Floyd, comment un collectif comme le Comité Adama, qui est un collectif de familles de victimes de violences policières, arrive à déplacer plus de 100 000 personnes sur la mort d'un noir américain à Minneapolis. Donc les conséquences, elles ne sont pas uniquement directes, parce que souvent on a tendance à penser la lutte de classe uniquement la tête dans le guidon, en se disant « Ah, mais les gens ils sont endormis, les gens ils ceci, les gens ils sont en train de penser à ci ou à ça ». La réalité, c'est que ça soit avec la crise sanitaire, mais également avec les 5 années de lutte de classe qu'on a connues auparavant, la situation, d'un point de vue de la bourgeoisie, est pour ma part plus qu'inquiétante. Et il faut écouter aussi au-delà de la France, mais ce que dit le ministre de l'économie allemand qui s'appelle Robert Habeck, il disait qu'il y a un danger pour la paix sociale suite notamment à la question de l'embargo sur les produits de la pétrochimie. Un pays qui pour l'instant n'était pas spécialement très inquiet de l'instabilité sociale dans le pays, aujourd'hui commence à dire qu'il y a un danger pour la paix sociale. Parce qu'ils savent qu'il y a une coordonnée centrale, comme moi je dis souvent même pendant les grèves, c'est ton frigo, c'est ce que tu mets à becqueter dans l'assiette de tes enfants. Et le moment où les gens ne peuvent plus, les gens n'y arrivent plus, il ne leur reste que la révolte. Il ne leur reste que la révolte, et pire encore, pour la bourgeoisie, lorsque déjà le sol est une poudrière. Et pire encore, pour dire quelques mots sur cette séquence de la campagne présidentielle, où notre camp social voit que, entre guillemets, le game est déjà plutôt plié, quoi. Mis à part un miracle ou mis à part un bouleversement de la lutte de classe dans le pays durant les 3 semaines qui restent avant le premier tour, celui qui est donné grand favori et gagnant et qui ne se donne même pas la peine de débattre et qui ne se donne même pas la peine même de faire des meetings. Enfin, il a fait une conférence de presse et un faux question-réponse déjà tout préparé à Poissy. Il n'a même pas fait un seul meeting. Il s'en fout. Il n'a pas besoin, en fait, il a déjà 33%. Un petit peu moins, ça a baissé. Mais pour lui, c'est déjà acquis. C'est les doigts dans le nez. Mais cependant, on voit qu'aujourd'hui, si même le président de la République montre qu'il n'a que faire de la campagne présidentielle, bah qu'est-ce que doivent dire les classes populaires aujourd'hui? Si même le président s'en fiche en fait des élections, si tout ça, ça sert à rien en fait, si même quand tu as les 500 parrainages, tu peux décider de qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit de parler dans ce pays, si tout ça n'a aucun sens en fait, si vous êtes en train de nous faire la démonstration par A plus B que la démocratie bourgeoise n'a aucune utilité pour nous, eh ben peut-être qu'on va commencer à aller plus fort. Moi, je discutais avec un collègue et c'est intéressant de voir aussi parfois, c'est pas une réalité à multiplier à l'échelle de millions de personnes, mais de voir un camarade qui m'a dit qu'il ne s'étonne pas dans 6 mois quand ça cassera des vitres. Ben, il a raison. Pourquoi il faut s'étonner de quoi? Il n'y a pas de débat, tu ne veux pas débattre, tu ne veux pas discuter, vous ne faites rien pour le coût de la vie, vous apportez aucune solution, sinon des solutions qui sont encore pires que ce qui se passait avant. C'est avec la réforme de Levoy, c'était l'âge pivot entre 62 et 64 ans. Maintenant, tu veux faire même la réforme à 65 ans directement. Tu veux conditionner le RSA. Donc, c'est quoi laissez-la par terre, hein, s'il vous plaît. C'est quoi l'avenir pour les classes populaires de ce pays dans cette séquence-là? Et c'est clair et net qu'il y a la possibilité
peu importe l'issue finale de ce conflit. Enfin, en tout cas, ça va être important de voir comment se passent les choses dans les prochains mois et les prochaines années. Mais beaucoup disent qu'il est possible d'y avoir un retour, notamment d'affrontements de puissances impérialistes. Notre génération, à laquelle je m'inscris, on va dire les 15-35 ans, et vous allez comprendre pourquoi les 15-35 ans. Moi, je suis né en 87. Je suis né 2 ans avant la chute du mur de Berlin et j'en ai aucun souvenir. C'est-à-dire que notre génération, en tout cas, qui avons lutté dans le mouvement des Gilets jaunes, contre la réforme des retraites, toute cette nouvelle génération qu'on a vue devant les dépôts de la RATP, dans les chantiers de la SNCF, elle a vécu aussi dans un monde dans lequel, bien sûr, il y avait des guerres, mais c'était des guerres qui étaient à 10 000 km de chez eux. Et qu'aujourd'hui, avec cette guerre en Ukraine, la guerre, elle est à portée de nos maisons. C'est vrai ce qu'a dit tout à l'heure Philippe sur cette vidéo, ce montage ukrainien, etc., et de la manière dont c'est une propagande malsaine qui est faite. Mais ça, pour ma part, ça colle aussi avec une possibilité, peut-être, je ne sais pas moi, j'espère jamais, mais il est possible aussi que cette chose-là, on puisse la connaître. Donc ça nous oblige, toutes et tous, à voir la situation et de discuter de la situation politique pour les marxistes, pour les militants révolutionnaires. C'est pas, on n'est pas éditorialiste assez dans l'air, je veux dire, on n'est pas en train de donner des cours à BFM TV où on s'en fout de ce qui se passe. Non, quand on pense la situation politique, quand on essaye de l'analyser, quand on essaye de donner quelques pistes de réflexion, c'est aussi pour penser aussi quelles sont nos tâches dans la période, comment on réagit. Et je terminerai sur la fin de la question de Ariane, sur la question de ces formes autoritaires, de ces attaques toujours plus importantes du gouvernement et qui vont venir. Il y a, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a quelques jours, il y avait 2 collectifs, le collectif Palestine Vaincra et le collectif Action Palestine, qui ont été dissoutes par Gérald Darmanin. Il y a un autre camarade, Raphaël de la Jeune Garde, qui a fait un post aujourd'hui en annonçant qu'il y avait également un groupe antifasciste qui est menacé aussi de dissolution, après toute une liste de dissolutions déjà auparavant. Mais j'ai envie de dire que le débat dont parlait tout à l'heure Philippe, que ça soit l'absence, notamment, moi je m'en fous de l'absence de Nicolas Dupont-Aignan, et je pense qu'ici on s'en fout tous, qui n'était pas là. On va dire après d'un point de vue démocratique, il a les 500 parrainages, il aurait dû être là comme tout le monde. Mais pour notre camp social, les 2 seules personnes qui auraient pu, dans un débat qui s'appelle « Face à la guerre », porter un discours anti-guerre, anti-militarisation, anti-impérialiste, etc., c'était bien les 2 candidats de l'extrême gauche. Et donc moi je pense que c'est aussi en lien le fait qu'ils soient empêchés de pouvoir s'exprimer. C'est pas juste une histoire parce que Mitterrand ou De Gaulle n'avaient jamais débattu de leur vie lorsqu'ils se représentent. Non, c'est parce qu'il y a une réalité aujourd'hui politique où toute contestation, ou toute forme de contestation de l'ordre établi, toute forme de contestation de la ligne gouvernementale, en fait, aujourd'hui est en danger. Et que les collectifs, et c'est là où on voit le 2 poids 2 mesures, avec les collectifs qui dénoncent la Palestine, enfin, si vous lisez le papier de dissolution du collectif Palestine Vaincra, les amis, c'est d'une saloperie sans nom. On ne sait même pas pourquoi ils le dissous. Ils le dissous parce qu'ils disent que c'est un État raciste. Et parce qu'il y a un commentaire sur Facebook où il y a quelqu'un qui a dit « Inch'Allah, on va gagner ». C'est vrai, c'est écrit. Quelqu'un a écrit « Inch'Allah, on obtiendra la justice ». Donc, ils considèrent que c'est une organisation qui mérite d'être dissoute. Et on voit le 2 poids 2 mesures, notamment dans cette gauche, les va-t-en-guerre, comme on disait tout à l'heure, ou pour la Palestine, pour ce qui se passe au Moyen-Orient, pour ce qui se passe en Afrique et dans bien d'autres pays, ils n'en ont rien à cirer, en fait, des réfugiés. Ils n'en ont rien à cirer des conséquences. Ils ne font pas une gouttelette de ce qu'ils font pour les Ukrainiens. Et nous, on est pour, je veux dire, accueillir tous les Ukrainiens qui veulent venir. Et même ceux qui étaient en Ukraine et qui ne sont pas nés sur le sol ukrainien.
Mais comment on peut laisser le patron de la SNCF dire qu'il veut laisser la gratuité? Il laisse la gratuité pour les transports. La gratuité pour les transports à la RATP annoncée par la directrice du groupe RATP. Et il n'y a personne à gauche qui s'insurge en fait sur le fait que pourquoi, lorsqu'on est un Érythréen, lorsqu'on est un Éthiopien, lorsqu'on est un Somalien, lorsqu'on est un réfugié qui n'a pas la peau blanche dans ce pays, on n'a pas le droit aussi au même traitement. On a été dans la Roya avec Cédric Herrou, où il y a un jeune, et je terminerai là-dessus, sa vie est poignante les amis, il vient du Bénin. Il s'est sauvé à l'âge de 16 ans parce qu'à la mort de son père était un petit paysan, il avait une petite terre, et à l'âge de ses 16 ans, son père est mort, et sa belle-mère a tenté d'assassiner le garçon. Donc il s'est retrouvé, il m'a raconté sa vie, enfin, très sincèrement, si on était un producteur de cinéma, tu t'en fais un film, quoi. Parce que c'est incroyable. Il a traversé, il est parti à pied, il a tout traversé à pied, tout le désert. Il s'est retrouvé au milieu du désert algérien, il s'est retrouvé à travailler en Algérie, et ensuite il est parti en Libye, il a fait de la prison en Libye, il a été incarcéré dans leur sorte de centre de rétention en Libye, à l'âge de 16 ans. Hein. Il a fait 3 semaines avant de s'évader de ce centre de rétention en Libye, il s'est retrouvé dans un canoë dans lequel il y a eu un accident en pleine mer, il a vu des enfants mourir en pleine mer, il a été repêché par les bateaux italiens, etc. Il a traversé la France et il a fini 4 ans SDF à Paris. Il venait même pas en France à la base. Il s'est sauvé juste d'une situation où pour une question d'héritage, on a essayé de l'assassiner à 16 ans. Et il m'a dit, jamais de la vie, j'aurais pensé qu'en fait, j'allais devenir SDF en France. Et il a dû se sauver, en fait, jusqu'à qu'il s'est échappé d'un centre de rétention. Et c'est là où Cédric Herrou, les camarades de Emmaüs, l'ont aidé et qu'il essaye de continuer à changer ses papiers. Il y a quoi pour ces gens-là? Pourquoi il n'y a aucune personne à gauche, ceux qui font des meetings place de la République, pourquoi ils ne disent rien par rapport à ça? Pourquoi ils ne disent rien par rapport à l'inflation? Sinon qu'il faut baisser le chauffage de 2 degrés. Elle est où Sandrine Rousseau qui voulait déjà 2 mois avant la guerre en Ukraine, augmenter le prix de l'essence de 5 à 10 centimes comme s'il n'y avait pas un mouvement qui venait de se passer qui s'appelait les Gilets jaunes. C'est quand même assez dingue. Et que face à tout ça, oui, notre parole, elle a 1000 fois plus de sens aujourd'hui et qu'elle devrait être beaucoup plus forte aujourd'hui dans cette période-là où justement on a une gauche qui se couche face à la politique du gouvernement et qui au final ne propose aucune solution pour les classes populaires, pour la classe ouvrière de ce pays. Je vais essayer de répondre rapidement à quelques questions. Moi, je pense qu'il y a la question qui était posée par Paul sur quelle perspective si la Russie devient un État paria. Moi, je pense que les perspectives, en tout cas, qu'on est déjà en train de le voir, je ne l'ai pas dit d'ailleurs dans le topo, je pense, mais c'est dans les questions qu'on a posées. Mais la question, c'est qu'on se trouve déjà dans un contexte où il y a beaucoup des frictions entre les différents États. Les États-Unis sont partis d'Afghanistan et ils sont pour mener à fond leur politique d'hostilité envers la Chine. Et envers la Chine et envers la Russie. Et en même temps, comme on disait, on avait dit, il y a aussi des frictions entre les États eux-mêmes, entre les États-Unis et l'Allemagne. Il y a des frictions larvées qui est prête à exploser à tout moment, en quelque sorte. Et que l'État russe soit sur la pression des puissances impérialistes occidentales peut mener aussi à des situations catastrophiques. Il ne faut pas prendre comme du bluff quand Poutine parle d'armes nucléaires. Ça ne veut pas dire qu'ils vont lancer une bombe nucléaire comme au Hiroshima, comme ont fait les États-Unis en Hiroshima, mais ils pourraient utiliser des petites bombes atomiques, parce que ça aussi, ça a évolué. Donc, ou des grandes bombes conventionnelles qu'on appelle, mais qui tuent la même chose. Donc, moins Poutine va avoir de place pour mener sa politique, et sans qu'il y ait justement une contestation qui vient d'en bas de la classe populaire et tout,
Et franchement, le danger dans lequel on pourrait se retrouver, c'est qu'on aille de plus en plus vers des escalades et des conflits de ce type forts, et que ça pas la paix comme un principe abstrait, mais vraiment, on se trouve dans une situation beaucoup plus violente et dangereuse au niveau international. Et comme je ne sais pas qui le disait, la guerre s'approche de plus en plus de l'Europe occidentale. De plus en plus. Et je pense, et ça, pour faire le lien avec le commentaire que disait Sacha, aussi sur la faiblesse des organisations révolutionnaires, anticapitalistes de gauche, et même du mouvement ouvrier en Russie, et dans toute l'Europe de l'Est et dans tout l'espace ex-soviétique. Il y a le stalinisme qui a empêché que les travailleurs et les masses et les classes populaires puissent s'organiser dans des organisations, des syndicats, de façon indépendante des organisations officielles. Mais après la restauration capitaliste, les oligarques, là, les amis des Occidentaux, mais aussi les amis de Poutine, ils ont tout fait pour écraser la classe ouvrière, pour écraser les syndicats indépendants, pour écraser tout type de contestation révolutionnaire des gauches socialistes pour un vrai socialisme. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. En Ukraine, les mêmes qui sont aujourd'hui les amis des Occidentaux ont détruit les syndicats. Tout fait pour détruire les syndicats. On voyait les polices pour réprimer les grèves. Les petites grèves étaient réprimées déjà par la police et la justice. Et sans parler du patronat et tout. Donc ça, c'est une conséquence de la restauration du stalinisme plus la restauration capitaliste. Ça d'une part. Mais ça, il ne faut pas être fataliste. Et c'est pour ça qu'on parlait qu'aussi une option internationaliste, indépendante des classes, etc., peut venir aussi de l'extérieur. Ici, en France, ça se joue aussi cette politique. Si des travailleurs, travailleuses russes, des gens opprimés en Ukraine, dans d'autres pays, voient que dans des pays qui voient que importants comme la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie et autres, qui voient qu'il y a des forces, un mouvement de la part des travailleurs, de la part de la classe ouvrière, qui revendique justement l'indépendance des deux blocs d'oppression, des deux blocs bourgeois et de l'impérialisme et tout, et qui en même temps prônent la fraternité des classes entre les différents pays. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui pourrait faire le chemin dans la tête de beaucoup de gens, qui pourraient commencer comme des mouvements pacifistes, mais qui ensuite puissent se rendre compte et se retourner contre leur propre pays, mais aussi contre les impérialistes qui sont en train d'utiliser ça pour les mettre dans leur propre agenda politique. Et de ce point de vue, un autre truc que j'ai oublié de dire dans notre point, mais c'est important, quand on parle d'autodétermination, je pense qu'on ne peut pas oublier que, c'est pour ça que à plusieurs reprises j'ai dit le peuple ukrainien, mais les peuples ukrainiens. Parce qu'en Ukraine, il n'y a pas que des Ukrainiens. Il y a plein de différents peuples, il y a des Hongrois, il y a des Tatars, il y a des russophones, etc. Donc les questions d'autodétermination et des droits des peuples, etc., ça se joue là aussi, la Russie aussi. Hein. Et donc la question de l'Est de l'Ukraine, du Donbass, évidemment, on doit lutter pour l'autodétermination aussi de ces peuples-là. C'est la façon aussi de les arracher de l'influence des nationalistes réactionnaires. Et ça, c'est quelque chose, je pense, d'important. Et aussi, s'il y a cette lutte-là, je pense, et qui doit être liée à la question du pouvoir ouvrier, la question de la révolution, parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine telle qu'elle est, en réalité, elle est redevenue ce qu'elle a toujours été. Un petit jouet entre les mains de ceux qui veulent la servir. D'un côté la Russie, de l'autre côté les impérialistes occidentaux. Toujours, ça a été comme ça. Et c'est ça qu'ils sont en train de reproduire aujourd'hui. Et sans cette politique indépendante qui soit contre l'impérialisme, mais aussi contre les classes dominantes locales, c'est très difficile. Mais en même temps, c'est la voie, je pense, la plus réaliste aujourd'hui pour justement sortir par en haut de cette crise. Je laisse... Il y a plusieurs choses déjà pour réagir à ce que tu as dit sur la question de la paix. On n'est pas des pacifistes.
Je veux dire par là, on pourrait dire qu'on est plutôt dans une position qui serait de faire la guerre à la guerre, en fait. Dans l'idéal, je ne sais pas, on aimerait en réalité qu'il y ait de l'auto-organisation en Ukraine, en Russie, etc., qu'ils s'attaquent justement directement à ce qui est en train de se passer dans la situation. Pourquoi ? Pas que bien sûr, la paix, elle est souhaitable, je veux dire par là, le fait que les gens puissent vivre, travailler, faire grandir leurs enfants et autres, personne ne remet ça en question. Mais la paix, dans le sens où on pourrait l'entendre dans la bouche de la diplomatie ou de la politique française, c'est en réalité, entre guillemets, geler une situation de manière immédiate, quoi. Et nous, on est plutôt pour la réalité des choses, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une situation d'instabilité lorsqu'on parle d'un retour de la guerre en Europe, etc., et d'une possibilité d'affrontement futur entre puissances impérialistes. C'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que la manière dont est posée, notamment tout à l'heure, Philippe parlait de la position de Jean-Luc Mélenchon ou de personnes comme Jérémy Corbyn ou d'autres, en réalité n'est pas un positionnement à long terme. C'est très court-termiste, c'est-à-dire oui, on peut trouver une neutralité dans la situation ou essayer d'avoir un cessez-le-feu dans la période, mais on voit très bien qu'il y a un bouleversement, et notamment c'est les puissances impérialistes qui nous donnent cette direction-là, dans le sens où on voit par exemple l'Allemagne avec l'investissement militaire, de comment la France aussi va augmenter son budget pour l'armée, de comment ils sont déjà en train de dire il va falloir arrêter de dépendre du gaz russe, etc. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de se préparer à la paix. Ils peuvent y avoir un cessez-le-feu, bien entendu. Enfin, très clairement, moi je ne pense pas qu'une seule seconde que la guerre va durer 150 ans. Mais il y aura un cessez-le-feu. Mais dans le positionnement des gouvernements bourgeois, ils se préparent à s'affronter dans le long terme. Alors que ce qui est assez drôle, c'est que c'est des gens qui, au contraire, revendiquaient les G20, les G7 et les politiques de diplomatie, etc. Ils se félicitent dès qu'il y en a un qui est élu dans tel pays. Ils sont tout de suite, vous savez, on a ces bandeaux dans BFM TV. Emmanuel Macron a félicité Bolsonaro pour sa victoire. Emmanuel Macron a félicité Biden, etc., etc. À revendiquer les uns et les autres. Et puis au final, c'est eux maintenant qui se parlent avec insultes, alors qu'ils ne font que prendre des photos en se saluant, en se donnant parfois des médailles et autres. Et ce que disait Sacha c'est clair que la situation elle est terrible. Ce serait mentir de dire que ce qui se passe pour le peuple russe aujourd'hui va dans le bon sens ou autre. Mais la réalité, c'est que il y a une situation avec beaucoup de contradictions déjà en Russie avant même la guerre, c'est-à-dire que déjà la situation de la crise sanitaire et notamment du vaccin russe, etc., a posé beaucoup de contradictions, notamment vis-à-vis de la politique russe. Et c'est pour ça que d'ailleurs vous aurez remarqué, enfin notre position à nous en tant que Révolution permanente, c'est pas de dire que la Russie est une puissance impérialiste. On n'emploie pas ce qualificatif-là pour la Russie, parce qu'il y a aussi beaucoup de contradictions économiques de la part de la Russie, même si c'est ce qu'on peut qualifier de superpuissance. Il y a beaucoup de contradictions économiques, et on pensait notamment une fois dans une discussion, on abordait ce qui s'était passé au moment de l'Afghanistan et le mouvement des maires russes, etc., des maires de militaires russes et de ces mobilisations. C'est-à-dire que dans ce chaos, entre guillemets, autoritaire, dans cet autoritarisme renforcé de la part de Vladimir Poutine, il est possible aussi que ces contradictions, elles fassent émerger aussi des formes de contestation petit à petit. Je ne sais pas, je veux pas faire de la politique de boule de cristal, je ne sais pas si ça va arriver, mais peut-être que si ça arrive, ça pourra mettre beaucoup plus de temps avant de commencer à se prononcer. Mais c'est clair que les périodes d'instabilité, elle bascule dans un côté comme dans un autre, et en tout cas l'espoir que nous on met, c'est que les classes populaires russes elles commencent à trouver
on va dire la brèche ou le chemin pour commencer à lutter. Et malheureusement, on sait que ça se fera aussi avec du sang et des larmes, et pas avec une facilité, comme si c'était un gouvernement dans lequel il n'y avait pas déjà des mesures autoritaires. Ce que je voulais dire en conclusion de cette discussion et de ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, c'est que la première chose, je pense, c'est qu'il faut voir qu'il y a une possibilité encore plus importante de la question révolutionnaire aujourd'hui. Et qu'il y a une nécessité, en tout cas pour nous, de montrer que la question révolutionnaire est la seule issue possible à ce monde-là qu'on nous propose aujourd'hui, qui est un monde de crise et de guerre. C'est ça ce qui est en train de se passer. Lénine parlait notamment de crise, guerre et révolution. Nous, on veut le point de la révolution dans cette période de crise et de guerre. Et que souvent, jusqu'à présent, le système capitaliste se présentait comme l'alpha et l'oméga de la vie, celui qui sauve les gens de la mort, qui améliore la santé, qui améliore la science, etc., etc. Souvent en opposant d'ailleurs avec ce qu'a été le stalinisme et autres, et le communisme comme en fait une boucherie sans nom et autres, et qu'on opposait le fait que le capitalisme en fait était la seule issue et l'issue la plus importante. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, cette accumulation de crises économiques, politiques, de crises sanitaires, de guerre, mais également de crise climatique, fait qu'il y a un chamboulement total en fait. Et que si à un moment donné, par en bas, la classe ouvrière et les classes ouvrières à l'échelle internationale ne reprennent pas le chemin de la nécessité de poser une révolution socialiste au cœur en fait de ce qui est en train de se passer, bah oui, on reste dépossédé en fait. On est en train de regarder des bourgeois décider s'ils font la guerre, décider s'ils se réarment, décider s'ils utilisent la dissuasion nucléaire, décider s'ils font un cessez-le-feu, etc. Et nous, on apparaît très impuissants. Alors que pourtant, on voit qu'à tous les niveaux, nous avons les possibilités de pouvoir faire des choses, notamment dans des périodes terribles comme ça. On a vu que durant la crise sanitaire, qui a été un cataclysme à l'échelle internationale pendant presque 1 an et demi, on a vu que c'était le prolétariat qui était en première ligne. Aujourd'hui, encore dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, il n'y a pas que des militaires et il n'y a pas que des gens qui sont réquisitionnés pour l'armée, il y a aussi des ouvriers, des travailleuses et travailleurs, comme je disais, de la SNCF. Et on a vu par moments comment la classe ouvrière, elle était aussi capable de montrer comment elle s'affronte. Encore il y a quelques... souvenez-vous, au moment des soulèvements à Sheikh Jarrah et des bombardements à Gaza, je ne sais plus c'était quelle ville, là, où ils se sont opposés à un container d'armes qui était envoyé en Israël. C'est en... Je sais, voilà, j'avais un doute si c'était l'Espagne ou l'Italie. Mais on voit comment la classe ouvrière, par son positionnement stratégique dans ce qu'est le système capitaliste, peut jouer un rôle. Et même dans les guerres, parce qu'on a l'impression, et souvent nous on dit, vous savez, tous ces films là sur Netflix et autres, où on se dit non, on n'est rien du tout, il y a des drones, il y a des machins. Mais regardez comment, ne serait-ce que le conflit là, on nous parle de pétrole, de manque de moyens, de camions qui sont mal entretenus. Qui entretient ça ? Qui est capable en fait et qui entretient les réseaux téléphoniques, les réseaux informatiques, etc. Sinon la classe ouvrière. Donc on a un rôle central à jouer dans cette période-là. Et qu'à un moment donné, on voit qu'on ne va sortir d'une crise que pour rentrer dans une autre, de manière indéterminée. Tant qu'on ne pose pas cette question-là centrale de la révolution prolétarienne, non pas uniquement dans un seul pays, mais à l'échelle internationale. Et aujourd'hui, elle se pose. Aujourd'hui, face à la possibilité d'un élargissement de la guerre, face à des crises climatiques, face à la sécheresse, etc., face à tout ce qui est en train de se passer, aujourd'hui, on n'est même pas encore sorti de la crise sanitaire. On nous dit, mettez plus le masque. Mais vous voyez, même en Ukraine, il y a un rebond, c'est-à-dire qu'ils sont entre les bombes et le retour de l'épidémie. Donc, à un moment donné, ce que nous, on essaye de dire modestement depuis ce qu'on est, et je pense que c'est ce message-là, notamment, qu'on doit envoyer et qu'on essaye d'envoyer le plus largement possible et qu'il va falloir, ce qu'on disait notamment dans cette campagne présidentielle, c'était cette notion de bloc de résistance. Et on considère que ce bloc de résistance-là, il doit aussi se penser au regard de cette crise-là. Que c'est pas, on ne doit pas laisser Schwarzenegger discuter avec le peuple russe.
On ne doit pas laisser Schwarzenegger et Yannick Jadot envoyer des messages au peuple russe. Que nous, on doit être les premiers à dialoguer et à discuter avec les masses laborieuses russes et ukrainiennes dans cette période-là. C'est central. Alors nous, ce n'est pas Révolution permanente qui va chambouler l'échiquier, mais on pense qu'il doit, en tout cas de manière urgente aujourd'hui, peu importe la durée du conflit, peu importe l'issue du conflit, dès maintenant, ce bloc de résistance, il doit aussi se former d'urgence aujourd'hui pour proposer une politique alternative, que cette politique d'indépendance de l'Ukraine que l'on prône, et notamment de cette question de ni Poutine ni OTAN, elle doit se matérialiser, comme a dit le camarade, notamment d'être visible. On est convaincu de ça, parce que sinon on regarde à distance, on fait nos petits articles dans nos blogs et dans nos sites internet, et en fait on laisse la situation telle qu'elle est. Et on considère que oui, aujourd'hui, entre tout ce qui est en train de se passer, cette instabilité, ces coordonnées qui sont en train de changer, et ce que je disais tout à l'heure, cette réponse à la connerie du nationalisme et du patriotisme, regardez comment Zemmour est dans la merde. Il a dit qu'il voulait être un Poutine à la française. Il est dans la merde aujourd'hui. C'est le candidat qui perd le plus de points dans les sondages, semaine après semaine, à cause du conflit, alors qu'il avait le vent en poupe. Et donc ça montre en fait que les gens comprennent que oui, même si toi tu es un petit Français du fin fond de l'Ardèche, du fin fond du 93, et que tu savais même pas comment s'appelait le président ukrainien, et que maintenant tout le monde sait qui est Zelensky, que oui, tu es obligé de t'intéresser sur ce qui se passe à l'échelle internationale, parce que ça aura des conséquences directement au milieu de ton frigo. Ta baguette de pain, elle a pris 60%. Tu n'as pas pris une arme, tu n'as pas pris une Kalachnikov, tu n'as même pas peut-être regardé ce qui se passait sur BFM TV, mais oui, mon ami, que tu le veuilles ou non, ça a 60% d'augmentation sur le blé et sur ce que tu es en train de manger. Donc oui, nous, c'est ce message-là qu'on voudrait envoyer, celle de la lutte pour l'autodétermination des peuples, mais aussi la solidarité internationaliste la plus forte et la plus ferme en fait vis-à-vis de ce qui est en train de se passer, mais non pas dans un pacifisme béat, mais dans la réalité de ce qui est en train de se passer, et notamment en proposant aussi modestement à hauteur de ce qu'on est, une forme de résistance et une forme de dialogue qui peut-être, si aujourd'hui peut être microscopique, demain on espère au fur et à mesure, quand les événements vont s'accélérer aussi en France ou à l'échelle internationale, avoir un écho beaucoup plus important. Et merci.